Bonjour Yvette Terola. Bonjour. Troisième entretien, toujours dans votre cuisine, dans le quartier de Bellevaux, dans les Hauts de Lausanne, un quartier plutôt ouvrier dont on aura peut-être l'occasion de parler. Raconte peut-être aussi quelque chose de vous. Yvette Terola, on vous a donc trouvé dans les deux premiers entretiens, d'abord dans votre enfance gruyérienne, puis dans votre adolescence lausannoise, le départ à Paris très jeune, à 16 ans, dans ce monde débridé, un peu fou, dangereux d'ailleurs. Et puis on sent déjà comment vous étiez prise entre ces deux fameuses injonctions dont on a tellement parlé dans le cadre du féminisme, c'est-à-dire il y a d'une part votre mère qui veut que vous soyez une bonne fille droite dans l'ordre ancien des choses, et puis il y a le monde dans lequel vous êtes qui veut que vous soyez une espèce de super amante, une pornostar, une je sais pas quoi, qui a cette espèce de double pression de part et d'autre. Vous avez envie de céder ni à l'une ni à l'autre de ces pressions. C'est la construction aussi de votre sensibilité féministe qui se fait à travers le refus de ces deux injonctions. Ça a été long, hein. Ça n'a pas été facile pour moi. Quand j'étais jeune, pendant très longtemps, j'avais une conscience féministe très restreinte, même si je me suis révoltée contre la vie qu'on faisait à mon père et à ma mère. Mais moi, dans ma vie à moi amoureuse, j'étais loin d'être émancipée, mais vraiment. C'est-à-dire que je suis tombée, pour dire, parce que ça vaut la peine de dire ça quand même si on entre dans ma vie privée, je trouve que ça vaut la peine de le dire. Je suis tombée 2 fois enceinte parce que j'ai pas osé dire non. Et je me dis, le nombre de femmes, encore maintenant, qui doivent tomber enceintes parce qu'elles n'osent pas dire non, je pense qu'il y en a beaucoup. Enfin, je me hasarde en disant ça, mais je trouve qu'il y a tellement de femmes enceintes qui avortent, qui ne sont pas d'accord d'être enceintes. Alors, c'est un droit, l'avortement. Je trouve que c'est formidable. Mais il y a quelque chose là qui joue pas. Il y a quelque chose qui... Moi, en tout cas, les 2 fois où je suis tombée enceinte, c'est que j'avais la pression du mec avec qui j'étais, qui revenait de je ne sais plus où. Il voulait faire l'amour. J'ai presque pas osé lui dire que ça n'allait pas. J'ai pas osé lui demander de mettre un préservatif, parce que pour demander à un homme de mettre un préservatif, faut parler d'égal à égal. Et moi, je parlais pas d'égal à égal. Du tout. J'ai mis des années, et encore maintenant, j'ai tellement lu dans ma vie de livres d'hommes, j'ai tellement vu de films d'hommes, de photographies d'hommes, de paroles d'hommes, que j'étais abreuvée avec ça. Et alors depuis quelques années, c'est vrai, j'ai commencé à lire des choses écrites et faites par des femmes, bien sûr. Mais il n'empêche que l'idéologie dominante, elle était encore du côté des hommes. Et que moi, j'étais là-dedans. J'étais là-dedans, et quelquefois je suis encore là-dedans. Quand je vois certains films maintenant anciens, je me dis, mais comment on pouvait parler des femmes comme ça, comment on osait, Alors, faut pas qu'on aille trop loin. Non, mais c'est pas le moment de parler de ça maintenant ici. Qu'on aille trop loin dans l'autre sens. Mais en même temps, il faut toujours un peu bousculer pour que les choses bougent. Sinon, ça bouge pas. Mais c'est clair que moi, j'étais pas. Il m'a fallu longtemps il m'a fallu toutes les chansons que j'ai écrites au début, où je parlais de moi aussi, où je me critiquais moi, dans mon aveuglement aussi, parce que c'était moi je me moquais de moi aussi. Les hommes l'ont mal pris très souvent, parce que c'est comme si on n'ose pas les chatouiller, alors que moi je parlais de moi, en me moquant de moi, et il n'y a aucun souci là-dessus. Et les femmes non plus, elles avaient plus le sens de l'humour. C'est ça que je comprends pas maintenant, quand les hommes disent oui, je suis blanc, je suis hétéro, on m'attaque à la Kalachnikov, je peux plus rien faire et tout. Mais c'est une chance pour ces hommes-là. C'est une chance de pouvoir enfin remettre en question, ou en tout cas en discussion, leur masculinité, leur virilité. Quand j'ai fait Histoire d'île, ce spectacle, j'ai lu des dizaines de livres sur le masculin et la virilité. C'est extraordinaire. Il faudrait que les hommes soient d'accord avec ça, d'accord de changer, d'accord de remettre en question leur relation aux femmes. C'est une chance pour eux aussi. Je ne comprends pas qu'ils ne l'apprennent pas. Ça me dépasse, il faut m'expliquer. Bon, c'est des privilèges qui tombent sans doute et tout ça, mais pourquoi pas? C'est bien, il faut que ça change un peu, faut que non? Et vous avez... j'abonde, mais vous avez eu le sentiment justement de faire ce travail sur vous à travers vos chansons, sur votre féminité. C'est ça. Petit à petit, moi, je me suis
en écrivant, en chantant, je me suis émancipée petit à petit. Je ne le suis pas encore complètement. C'est-à-dire qu'à l'âge que j'ai, à 76 ans, je me rends bien compte, je suis pas idiote, que sur le marché du sexe, je vaux plus pipette, puis que je suis voilà, que c'est râpé pour moi. Mais en même temps, j'ai besoin, moi, pour moi, de me maquiller, de m'habiller, j'adore les habits, de me maintenir en forme, j'ai besoin de ça, et ça me fait plaisir. C'est là peut-être où je suis un peu aliénée. Hier, par exemple, je vais à la pharmacie, puis je donne mon ordonnance, puis elle voit la dame, la pharmacienne, puis elle me dit, ah, alors ça c'est... La personne qui va prendre ça, alors, comment elle fait, comment elle dit? Mais je dis, mais la personne, c'est moi. Je dis, elle me dit, oh, mais non, c'est pas possible. Elle me dit, vous faites trop jeune, c'est pas possible. Ça me fait plaisir. Ça me fait, comme quoi? Non, c'est pas que je suis aliénée, mais ça fait plaisir. Mais je pense à un homme aussi, qu'on nous dise, ben, tu fais plus jeune que, ben, de toute façon, on se croit toujours plus jeune que ce qu'on est, hein. Il paraît. Il paraît qu'on est comme ça. C'est un biais général, partagé. Il paraît. Mais quand même, quand on me dit que je suis plus jeune que mon âge, je suis assez contente parce que pendant des années et des années, on m'a donné des rôles de mère, même quand j'avais 30 ans. Ben, c'est comme ça dans le théâtre. Quand on a un couple, il y a toujours la femme qui a 20 ans de moins que l'homme, comme dans la vie, quoi. Quand on reprend une pièce, par exemple, l'homme souvent rejoue le rôle, mais là, on change la femme pour qu'elle soit plus jeune et tout. Au cinéma aussi. Les femmes sont toujours... Pourquoi c'est comme ça? C'est en train de changer, j'espère, parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit comme ça. Il n'y a aucune. C'est pas parce qu'on a 70 ans qu'on est largué et qu'on n'a plus de désir. Moi, je disais, j'ai eu une interview là dans Génération. Je me suis fait engueuler par une copine, parce que j'ai dit à un moment donné, dans Génération, on me demande, pose la question, est-ce que vous avez encore des désirs? Ben, je dis oui. J'ai encore des désirs. Et alors, comment vous faites? Je dis, ben, il existe la masturbation. La masturbation. Ah, c'est comme si c'était tabou. C'est comme si quand on était vieux, on n'avait pas le droit de se masturber. Elle me dit, mais tu t'es sali quand t'as dit ça. Je ne suis pas sali. C'est la moindre des choses que de dire. Moi, ça a été un peu pas mon credo, mais de dire les choses quand même. De dire ce que je vivais, de dire ce que... Et le fait de dire que parce qu'on a 76 ans, qu'on n'a pas d'homme à la maison, et qu'on se masturbe, c'est joli. Enfin, je veux dire, c'est agréable qu'on puisse faire ça. Et il n'y a pas de tabou à avoir. Mais je pense que la sexualité entre personnes âgées, c'est un réel tabou. On n'a pas envie de voir des corps vieux enfin, je sais pas, qui font l'amour ou qui se donnent du plaisir ou je trouve que c'est une vraie question. Ça peut changer? Moi, j'espère. On voit des films maintenant où des femmes plus âgées ont des hommes plus jeunes. Où ça, je ne demande pas à avoir un homme plus jeune, mais puis de toute façon maintenant je suis bien comme je suis. Tout va bien. Pourvu que je puisse travailler un peu, pourvu que je fais comme je veux, je mène ma vie. Je crois que j'aurais plus envie de recommencer, de recréer une complicité, j'ai un peu donné. Et je dis pas ça du tout. Je suis ni amère, mais pas du tout, hein. Mais du tout. Mais j'aurais juste aimé, parce que ça fait quand même un moment que je suis sans amour, j'aurais juste aimé quand j'avais 55, comme ça, qu'il se passe quelque chose. Puis comme il ne s'est rien passé, voilà. Vous en avez fait un spectacle. Voilà, c'est très bien. Il n'y a pas de souci. Yvette Terola, si on reprend le fil de votre vie, donc voilà, vous revenez à Lausanne après cette expérience parisienne. Moi, j'essaie de me représenter ce que c'était Lausanne au milieu des années 60. Je me dis que quand j'ai connu Lausanne un peu après, il y avait eu le Ballet Béjart, il y avait eu le Théâtre de Vidy, enfin, que la ville s'était quand même beaucoup développée culturellement. Et je me disais, mais cette Lausanne de cette époque-là, ça devait être drôlement morne, c'est vrai? Il n'y avait pas grand-chose, oui. Il y avait juste Charles Apotello. Et avec Charles Apotello, quand je suis rentrée de Paris, on a créé une troupe. C'était magnifique. Où on était en cogestion, carrément. On était utopique, on avait fait venir le balayeur, parce que c'était un balayeur à ce moment-là, tous les gens du bureau, tous les gens de la technique. On lisait les pièces ensemble, un peu comme on avait fait au TPR. On lisait les pièces ensemble, on décidait.
Il y avait un dramaturge, il y avait... Et tout ça, et il y avait Apotello, qui m'aimait beaucoup, on s'aimait beaucoup les deux. Et voilà, moi, il y avait ça. Il y avait cette expérience-là de troupe déjà. Et c'était formidable, je trouvais que c'était... Ouais, il n'y avait pas grand-chose d'autre, mais il y avait ça. Mieux vaut allumer une petite flamme que se plaindre de l'obscurité. Mais absolument. Mais oui, mais oui. Il y avait d'autres encore. Il y avait encore les Galacarcenti qui tournaient au théâtre municipal. Il y avait ça. Il y avait encore la troupe des comédiens, comment ils s'appelaient, dirigés par Paul Pasquier. Il y avait des artistes associés, ils s'appelaient. Ils tournaient. Que je remette de l'ordre dans ma chronologie, parce que vous me parliez de cette troupe avec Apotello et vous parliez du TPR. TPR, c'était avant. C'était avant, voilà, c'était avant. Donc, en fait, quand vous êtes rentré de Paris, vous êtes allé au TPR. Ouais, bon, alors prenons cette aventure-là, parce que c'est une aventure importante, qu'on ne peut pas raconter votre vie sans... Non, voilà. C'est Lova Golovtiner, avec qui j'avais joué dans Sainte-Jeanne des Abattoirs, qui m'a dit, appelle Charles Joris, puis dis-lui que tu as envie de participer à la création de sa troupe. Je l'ai appelé, il m'a tout de suite fait venir. Et je suis tout de suite allée là-bas et j'ai tout de suite plu. Je me suis dit, ben voilà, c'est ça qu'il faut faire. C'est un théâtre politique, c'est un théâtre engagé, c'est un théâtre qui parle aux gens, c'est un théâtre dans la cité, c'est un théâtre qui... Et on a fait beaucoup de spectacles comme ça pour les écoles aussi. Le nombre de spectacles qu'on a fait pour les écoles, parce que les écoles, c'était le public de demain. Donc on allait dans toutes les écoles. Le nombre d'heures d'animation que j'ai fait dans les écoles, c'est impressionnant. Mais vraiment, des centaines d'heures. On emmerdait les gens aussi. On allait devant les usines quand ils entraient à 6 heures du matin, leur faire des parades pour leur dire que le soir, il y avait un spectacle. Jean Vilar avait fait ça à Paris. Puis quand j'ai vu des reportages sur Jean Vilar, ça a fonctionné à un moment. C'était magnifique. Les gens venaient là à Paris, ils mangeaient, après ils allaient voir le spectacle et tout. Nous, on a essayé de faire un peu pareil. C'est dans la suite de Jean Vilar et de Jeanne Laurent. Il ne faut pas oublier Jeanne Laurent quand même dans la décentralisation. Et on allait aussi, quand ils mangeaient à midi, dans les réfectoires, leur faire des parades, leur chanter des chansons. Mais on était un peu utopique parce que je ne sais pas qui est venu au théâtre le soir. Les gens étaient fatigués, ils travaillaient toute la journée, ils n'allaient pas venir encore le soir au théâtre et tout. Mais on croyait à ça, on avait envie que, surtout quand on montait des spectacles qui les concernaient. On avait fait un spectacle sur les travailleurs étrangers, on avait fait un spectacle sur le journal, service public, entreprise commerciale, on se posait la question. Enfin, on faisait des tas d'enquêtes, on était tout le temps actifs, quoi. Et on suivait des cours de tout. On suivait des cours de yoga, on suivait des cours d'escrime, des cours de judo, des cours de musique, de solfège. C'était extraordinaire. Une formation permanente, en quelque sorte. On avait de la chance, on était très mal payés, 300 balles, mais on avait de la chance. On était pris en charge, nos assurances maladie étaient pris en charge. On avait une dentiste qui nous soignait les dents, mais n'importe comment, on avait de tout refaire après parce qu'elle nous avait mal soignés. Il y avait une dentiste de la troupe? Oui, il y avait une dame ou un monsieur, je sais même, qui était d'accord de nous soigner gratuitement. Mais ça n'avait pas été toujours concluant. Bon, faut dire qu'on mangeait mal. Alors peut-être à sa décharge, on mangeait mal aussi. Parce qu'au tout début, moi j'ai pas connu ça, mais au tout début du TPR, ils dormaient sur le plateau. Ils avaient leur sac de couchage, puis leur truc gonflable, là. Puis ils dormaient sur le plateau, parce qu'il n'y avait pas les moyens, tout simplement. Qu'est-ce que ça vous fait quand vous repensez à ça? Moi, je trouve que j'ai eu beaucoup de chance de faire ça. Beaucoup, 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 beaucoup. Il y a une nostalgie de cette espèce d'enthousiasme énorme de ces années 60. Quand on vous entend, on a l'impression que c'est une époque révolue. Puis moi qui me fait un peu rêver en même temps, voilà, est-ce qu'on aurait le cran aujourd'hui de se lancer dans des... Je crois. Moi, j'avais continué quand même après, parce que j'ai toujours fait partie de collectifs. Je me suis toujours débrouillée pour aller travailler au Fédéré, par exemple, avec Wenzel et Ourdin, qui faisaient aussi un théâtre populaire. J'ai travaillé avec eux. J'ai travaillé au Théâtre du Peuple, à Bussan, parce que ça avait un sens pour moi. J'ai travaillé au Théâtre. On a créé une troupe avec André Stégère, une troupe autogérée qui s'appelait le Théâtre. On était autogérés, c'était extraordinaire de faire ça. Et on voulait créer une troupe où on puisse aussi jouer ailleurs. C'était une troupe romande.
où on puisse aussi être pas toujours pris à la longueur d'année, mais qu'on puisse, comme les gens de la comédie française, qui ont le droit d'aller jouer ailleurs. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que, ben voilà, on n'a pas obtenu l'argent qu'on voulait. Ils nous ont pas subventionnés. Ils n'ont pas cru au théâtre. Ils n'ont pas cru à notre aventure. Donc on n'a pas été subventionnés. Pourtant, il y avait des gens extraordinaires. Il y avait des Roger Genlis, il y avait des Michel Gleiser, il y avait des Rothstein, il y avait des tas des Pierre. Il y avait des gens extraordinaires, mais ça pas. Ils nous ont pas subventionnés. Ils nous ont pas aidés. Alors on a essayé de continuer, de briquet de broc, comme ça dans des petits lieux, comme à Sainte-Clotilde, à Genève, dans d'autres lieux. Mais ça n'a pas vraiment pris, quoi. C'était dommage, parce que là, ça aurait été vraiment une chance extraordinaire, quoi, de faire quelque chose. Vous, ce qui vous motivait là, c'était la troupe, le collectif. Le collectif, ouais. Ouais, c'était le collectif, et c'était surtout les contenus. Le contenu de ce qu'on racontait. On a quand même monté Vietnam Discours de Peter Weiss, on a monté la clinique du docteur Helvétius de comment il s'appelle, Viala. On a monté des performances à Lausanne, l'ordre et le désordre, on s'était fait arrêter par la police et tout. On n'avait pas, ouais, on n'était pas gonflés, on croyait à ce qu'on faisait. Donc, moi, c'est là que j'ai découvert Brecht, qui m'a épatée. Enfin, pas tout à fait, puisque votre première participation à 14 ans, c'était une pièce de Brecht. Heureusement que vous êtes là. C'est là que j'ai découvert que j'ai découvert d'une manière plus consciente, parce qu'en même temps, je découvrais la lutte des classes, ce qui m'avait complètement échappé avant, et le marxisme. Parce c'était un gars que je connais toujours, qui est toujours mon ami, qui avait été syndicaliste à Air France, qui m'a expliqué le syndicalisme et qui m'a expliqué la lutte des classes, le matérialisme dialectique et tout ça, qui m'a expliqué tout ça. Et j'ai petit à petit compris. Et ça m'a fait du bien. J'ai pu expliquer mon père, j'ai pu expliquer l'exploitation, j'ai pu expliquer tout ça et j'avais plus honte de mon papa. J'ai pas eu vraiment honte, mais quand même, j'ai mis des mots sur ce qui me chagrinait et tout. Comme j'ai fait la même chose avec le féminisme, après mai 68, où j'ai réussi à mettre des mots sur les choses. Et si on arrive à mettre des mots sur les choses, ça aide quand même. Ça aide les mots, parce que ça ouvre, parce qu'on comprend des choses, parce qu'on arrive à expliquer, on arrive à théoriser. Et moi, j'avais besoin de théoriser. Sinon, j'étais un peu perdue, quoi. J'avais besoin de ça. Il y avait 68 qui arrivait là. Absolument. Qu'est-ce que ça a été pour vous? Ça a été énorme, 68 pour moi, parce que tout à coup, 68 lui-même, moyennement, c'est juste 2-3 ans après. 68, il y avait encore les filles qui faisaient du thé ou du café pour les garçons. Elles étaient bien sur leurs épaules comme des égéries. Mais c'est quand même pas elles qui parlaient. C'est quand même, quand on voit dans les réunions, c'est quand même les garçons qui causent. Les filles, pas. Parce qu'elles parlaient pas. C'est pour ça qu'il y a eu une MLF après, puis qu'on a demandé, et je trouvais que c'était une bonne idée, après ça peut se discuter à long terme, d'être seule, entre filles, pour pouvoir dire ce qu'on avait à dire. Je suis pas restée longtemps au MLF, parce que je suis pas tellement quelqu'un de, comment dire, du groupe politique. La troupe, mais pas le groupe. Voilà, pas le groupe politique. Puis même la troupe, au bout d'un moment, j'aime bien, hein, j'ai toujours aimé, mais ça m'a pesé aussi. C'est parce que tout à coup, il n'y avait plus le même engagement, il n'y avait plus les mêmes convictions. Mais moi, je me dis, je vais arrêter. Et puis c'est là que je me suis dit, mais fais tes propres choses. Fais tes propres spectacles, même si tu n'as pas grand-chose à dire, j'avais pas énormément de choses à dire, mais même le peu que tu as à dire, fais des spectacles toi-même. Et c'est là que ça m'a un peu sauvée. J'en ai marre, moi, d'être à la disposition des metteurs en scène qui me prennent en plus parce que je suis plus ou moins jolie ou pas jolie, plus ou moins bien foutue, plus ou moins mal foutue, qui me prennent, puis qui me dirigent. Stégère, il me dirigeait mal, j'aimais pas comme il était. En plus, c'était une espèce de Weinstein, vaudois, pas très reluisant, donc j'avais pas envie de tout ça, et je me suis dit, si je fais mes propres choses, ça va aller. Mais au TPR, justement, avec cette utopie collective, il n'y avait pas un choix collectif du répertoire, des pièces, de comment on allait les monter, etc. Si, sauf qu'à un moment donné, Joris a repris du poil de la bête, il a commencé de nouveau à être un petit peu autoritaire,
un petit peu exigeant pour ses propres choix. Et nous, ni une ni deux, au lieu de rester à l'intérieur et de faire ce qu'on appelle de l'entrisme et de rénover les choses de l'intérieur, on s'est barré. On était jeunes, presque tous, on est partis en disant bah, puisque c'est comme ça, puisqu'on ne veut pas faire le théâtre qu'on veut, le théâtre politique qu'on veut, théâtre engagé, eh ben on part. On ira le faire ailleurs. Alors la solution, puisque finalement la structure horizontale en troupe, ça marchait pas vraiment, c'était pas vraiment horizontal, la solution c'était de s'émanciper artistiquement et de commencer à faire vos spectacles. C'est ce que j'ai trouvé comme solution. C'est ce que j'ai trouvé comme solution et ça m'a convenu, plus ou moins, ça m'a convenu pas toujours dans le cadre de mon métier de comédienne parce que les gens des fois étaient pas très sympas avec moi. Les metteurs en scène non plus. Enfin, j'étais considérée comme une féministe à ce moment-là. Donc, pendant longtemps, au début des années 70, être féministe, ça allait, ça commençait. Mais après, tout à coup, quelques années plus tard, c'était plus du tout à la mode. C'était même ringard d'être féministe. Vers la fin des années 80 et tout. C'est maintenant que ça repart un peu, et que ça redémarre et tout. On n'a jamais cessé de se battre. Les femmes n'ont jamais cessé de se battre, mais c'était beaucoup moins à la mode et beaucoup moins bien vu. Dire qu'on était féministe dans ces années-là, fallait un certain courage, disons. Fallait un certain courage. En quelle année vous êtes devenue maman, Yvette Terola? En quelle année c'était? 74. 74. J'avais 27 ans. On est dans ces années-là. C'est le moment dont vous nous parlez, en fait. C'est le moment féministe. C'est le moment féministe. Ouais. Là, c'est le moment où tout à coup, moi, je prends conscience de tout, où je commence à... Ouais, dès les années 72, 73. Ouais. Si je viens pas trop près, avec une question trop intime, c'était désirer d'avoir un enfant? Absolument. Et comment vous envisagiez justement le fait de devenir maman à l'intérieur de ce combat, cette militance, de ces convictions de feu que vous avez gardées depuis d'ailleurs? Oui. Bah, d'abord, j'ai demandé au père qui voulait être le père s'il était d'accord de partager, à part égale, ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait, vraiment bien. On s'est séparés malheureusement quand David avait 8 ans, mais il a quand même continué de s'occuper de son fils, bien. Bien, c'est notre couple qui n'était pas bien, mais lui, il a continué à s'occuper de David. Et moi, ben, j'ai fait comme j'ai pu, c'est-à-dire que c'était mai 68, le rôle de la mère était remis en question. Il n'était plus question d'être une mamie à la maison et d'être une mamie trop, comment dire, protectrice. Ben, c'est comme ça que je voyais mon rôle, en tout cas. Par contre, ce que je voulais absolument, c'est le nourrir, ce qui n'était pas du tout à la mode. Je voulais absolument nourrir mon bébé, et j'ai tout fait. Mais il m'a fallu du courage, parce qu'à Saint-Loup, où j'ai accouché, c'était fini. Plus personne nourrissait. C'était plus à la mode. D'allaiter, donc? Non. Alors moi, je voulais allaiter absolument. Alors ils ont mis en point un dispositif avec de la gaz, du bépantène après chaque tétée. Ils ont fait des conneries là, parce que je suis devenue sensible. Puis j'ai chopé une cochonnerie, une espèce de... Quand je suis rentrée chez moi, j'avais plus la clinique, enfin Saint-Loup qui me protégeait. Quand je suis arrivée à la maison, tout à coup j'ai attrapé une infection. J'ai dû retourner, je ne sais pas pourquoi je raconte ça, mais j'ai dû retourner à Saint-Loup pendant 10 jours pour soigner mon infection au sein, qui devenait gros, enfin bref. Et j'ai pas voulu arrêter. Je tirais mon lait, je le jetais dans le lavabo, je pleurais chaque fois en voyant ce lait partir. Mais j'ai dit, je veux aller au bout, je veux guérir. Quand mon sein sera guéri, je continuerai d'allaiter. Et c'est ce qui s'est passé. On m'a rendu mon fils, qui est resté pendant quelque temps avec son papa à la maison, qui lui a donné du lait de vache. Je ne sais pas qu'il a dû penser, ce gamin. Ça doit être terrible pour lui. D'avoir sa maman pendant quelques jours, puis après je sais pas. En tout cas, bref, j'ai plus voulu... Enfin bref, je l'ai nourri, pardon, mais je voulais pas être une maman traditionnelle. Puis je pense qu'il m'en veut, des fois, David, de ça, de pas avoir été assez... Puis j'avais mon métier, puis mon métier comptait, puis... J'étais assez égoïste, je sais pas si c'est le mot, mais à l'époque, vous savez, il n'existait pas du tout, ni Internet, j'avais même pas de portable. J'ai un portable depuis quelques mois seulement, donc c'est dire. Et je l'appelais pas. J'étais nulle. Si c'était à refaire, il y a beaucoup de gens qui disent maintenant, si c'était à refaire, je ferais exactement pareil.
Mais moi, si c'était à refaire, je ne ferais pas exactement pareil. Tous les moments où j'ai manqué d'humanité, et Dieu sait, où j'ai manqué de... Je ne referais pas. Je ferais tout à fait différemment. Je me montrerais plus humaine, je lui écrirais, je sais pas ce que j'ai foutu. Moi, il était chez son papa, qui avait une nouvelle compagne, ça allait bien. Il n'était pas malheureux, il n'était pas... Mais je prenais pas des nouvelles de lui, je sais pas pourquoi, je jouais, puis je me contentais de ça. Donc j'ai mal fait ça, c'était pas bien d'avoir fait ça. C'était pas une bonne idée, disons. Les gestes de la maternité, vous les avez aimés? Vous avez aimé allaiter? Vous avez J'ai aimé adoré habiller, allaiter. toucher Ouais, votre j'ai enfant? adoré quand ils étaient petits. J'adore les bébés. J'adorais quand il était petit. J'adorais le prendre. J'adorais. Après, je faisais attention. J'avais aussi cette conscience-là. Mais pourquoi? Je sais pas. De pas trop quand il pleurait, par exemple, de pas dire tout de suite, maman est là, maman va faire ci, maman va faire ça. Je le laissais assez se débrouiller tout seul. Je venais par après, mais c'était pas tout de suite. Le recours premier, c'est la maman, et puis la maman sera là tout le temps, puis la maman... Non, je sais pas pourquoi je voulais qu'il se débrouille tout seul aussi. Quand il a eu, je sais pas, 12, 13 ans, qu'il m'a dit, je veux des chemises, je veux que tu les repasses. J'ai dit, écoute, non, David, tu apprends à repasser, puis tu repasses tes chemises. Il a fait ça volontiers. Il a repassé ses chemises, il avait 12, 13 ans et voilà. De ce point de vue-là, je pense que j'étais une bonne maman. Par contre, j'étais pas toujours présente, pas assez. Et voilà. Puis la famille, pour moi, c'était inutile de me parler de la famille. Je trouvais que la famille, c'était dépassé. Qu'il fallait vivre en communauté, ce que j'ai fait. Vivre en communauté, vivre la famille nucléaire, comme on disait, ou la famille. Pour moi, c'était là la source de tout ce qui se reproduit, de tout ce qui se refait. Enfin, c'est le refuge par excellence. Donc, comme on se refuge, on fait rien à l'extérieur. Enfin, j'avais des idées là-dessus, en tout cas. J'avais des idées précises sur la famille. Que vous ne partagez plus avec vous-même? Aussi. J'ai jamais vécu en famille. J'ai jamais vécu en famille. Comme enfant, vous avez vécu en famille? Absolument. Et là, vous l'avez quand même senti passer d'une certaine manière. Oui, je l'ai senti passer un peu, ouais. J'étais pas 100% pour, disons. Voilà. Mais ce qui se passe maintenant, et je le regrette si vous voulez, c'est que maintenant, j'invite pas mon fils, mes petites filles chez moi à manger. C'est quelque chose c'est une tradition. Alors j'ai invité mon fils à son anniversaire. Je l'ai plus refait là, mais je vais le refaire. J'ai décidé hier soir, j'avais une insomnie, que j'allais les réinviter. Je sais pas bien faire à manger. Je sais pas bien m'occuper de mon intérieur. C'est pas mon truc. Si je les invite, c'est au bistrot. Je sais pas si vous comprenez ça. Non, pas bien. Ce que je sais, c'est d'abord que votre intérieur est effectivement très bien tenu et que peut-être c'est le moment pour nous d'aller au bistrot. Vous êtes formidable. Yvette Terola, on retrouve nos auditeurs demain, mais avec quelle chanson est-ce qu'on prend congé? On peut prendre congé avec un texte? Moi, non? je dis oui. Je dis oui. Les séparer. Les séparer. Eh ben, c'est un texte sur la vieillesse, sur le corps qui vieillit et l'homme c'est très beau, l'homme qui dit à la femme, mais ça m'est complètement égal. Eh bien, on va se quitter avec ce texte. Et peut-être qu'après, ce sera l'occasion pour moi de placer l'une ou l'autre de vos chansons qui me tiennent à cœur. D'accord. Volontiers. Merci Yvette. Ça marche. N'écris pas, je suis triste et je voudrais m'éteindre. Les beaux étés sans toi, c'est l'amour sans flambeau. J'ai refermé mes bras qui ne peuvent t'atteindre et frapper à mon cœur, c'est frapper au tombeau. N'écris pas, n'apprenons qu'à mourir à nous-mêmes. Ne demande qu'à Dieu, qu'à toi, si je t'aimais. Au fond de ton silence, écouter que tu m'aimes, c'est entendre le ciel sans y monter jamais.
N'écris pas, je te crains, j'ai peur de ma mémoire. Elle a gardé ta voix qui m'appelle souvent. Ne montre pas l'eau vive à qui ne peut la boire. Une chère écriture est un portrait vivant. N'écris pas ces deux mots que je n'ose plus lire. Il semble que ta voix les emprunts sur mon cœur, que je les vois briller au fond de ton sourire. Il semble qu'un baiser les emprunts sur mon cœur. N'écris pas, n'apprenons qu'à mourir à nous-mêmes. Ne demande qu'à Dieu, qu'à toi si je t'aimais. Au fond de ton silence, écouter que tu m'aimes, c'est entendre le ciel sans y monter jamais. N'écris pas. Les Séparés, une chanson interprétée par Yvette Terroula, musique de Lee Matford. Mais attention, l'inconscient a parfois ses petits sursauts. Notre invitée, Yvette Terroula, voulait plutôt qu'on écoute les oubliés. On rectifie et on écoute. Il avait obtenu que je consente à me mettre nue. Il y tenait. Il était doux, caressant, lui-même très ému. N'ayez pas peur, me disait-il, et surtout n'ayez pas honte. Moi aussi j'ai peur et j'ai honte. Il m'embrassait, me parlait, me déshabillant. Je pleurais doucement, me laissais faire, sursautais parfois, protestais. Je suis laide. Lui, moi aussi. Moi, ma peau est pleine de plis. Lui, la mienne aussi. Moi, mes seins s'effondrent. Lui, mais je m'en fous. Et il m'embrassait de plus belle, sa vue se brouillait, sa voix aussi. Et puis dit-il, je vous veux tout entière contre moi. Vous nus contre moi, c'est indispensable. Sinon ce n'est pas la peine, ça ne marche pas, nos chaleurs ne s'échangent pas. Et ainsi de suite, il n'en finissait pas. J'acceptais et je lui dis de chanter pour moi. Il me dit non. Je lui dis comment ça non? Il dit non, je sais pas chanter. Et je lui ai dit ben ça fait rien, chante quand même.